la constitution demeure l'affaire du souverain primaire seul. C'est une affaire de tous les 100 millions de Congolais. Il n'y a pas quelqu'un qui doit en décider seul. Moi, tout ce que je demande au gouvernement, c'est d'interroger la population pour avoir son avis. Et les conseils que je donne à mon gouvernement, c'est qu'avant de soumettre cette affaire-là au référendum, pour quand même que les gens voient qu'on s'occupe d'eux, on paye régulièrement. Il y a une vraie lutte contre le vol, la corruption et le détournement. Sur le plan théorique, la compression des dépenses publiques ne résiste jamais à l'épreuve du temps à cause de deux éléments, échéance sociale et échéance politique. Donc, échéance sociale, c'est la rémunération. Vous ne respectez pas les dates de paye. C'est plein d'arriérés partout. Même la DGI là qui mobilise les recettes. Mais c'est quoi ça, mon Dieu? C'est quoi? Je suis content parce que le gouvernement a amorcé la paye. Donc je ne suspends mon action. Mais là, il y a crainte que la monnaie se déprécie encore. Je vais attendre dans 3 mois. Si on ne change pas des méthodes de stabilisation de la monnaie, les auteurs de cette imposture, ils vont me rencontrer sur leur chemin lors de la prochaine rentrée parlementaire. N'eût été la réussite du programme de 2021, on n'allait pas accéder au programme supplémentaire. Que tout part de là dans la procédure. Lorsque vous voulez entrer en programme avec le Fonds monétaire, tout commence par la lettre d'intention. Là où vous sollicitez l'assistance du Fonds monétaire avec des réformes que vous voulez entreprendre. Et vous allez constater que cette lettre d'intention a été signée par le gouvernement actuel le 18 juin, mais et pourtant vous savez que ce gouvernement n'a été investi que le 13 juin. C'est-à-dire que la lettre là, on la signe 5 jours après. Par quel mécanisme ils allaient avoir les données? C'était en fait des éléments qui étaient préparés par le gouvernement sortant et au nom du continuum de l'action de l'État, ils ont dit apposer leur signature. Donc ce n'est pas pour minimiser le gouvernement actuel, mais moi j'ai un appétit de vérité. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il y a eu mauvaise gestion de la dette publique, moi je suis formel. Moi je vous dis, à partir de mon téléphone ici, j'ai un rapport du Fonds monétaire international. Ces rapports attestent que toute la dette publique qui a été payée en procédure d'urgence, c'est seulement autour de 18%. Il n'y a rien à voir avec les 52% qui ont été avancés par la Cour des comptes et d'autres institutions. Il y a des choses qui choquent. Donc lorsque vous voyez des économistes qui vous disent que stabiliser artificiellement les taux d'échange, c'est stabiliser le cadrage macroéconomique, c'est comme un juriste qui vous dit que l'arrêté ministériel est supérieur à la Constitution. Donc le cadrage macroéconomique, c'est un tout. C'est que depuis 2019, vous êtes avec nous dans ce pays. Est-ce que vous avez vu tant de grèves dans ce pays depuis 2019 comme maintenant? Est-ce que vous avez vu tant de remous sociaux? C'est ça la réponse à cette stabilité artificielle de la monnaie. Et ça se termine très mal. C'est de l'aphrodisiaque. Lorsque vous prenez des mauvaises mesures économiques, c'est la société qui va vous répondre. Et la réponse que la société nous envoie, nous dirigeants, ce sont des grèves, ce sont des remous sociaux. Ce sont des embouteillages du fait des routes intérieures qui se sont détruites. Parce que lorsque vous bloquez, cette mesure-là va paralyser cette économie à partir de l'année prochaine. En fait, lorsque vous comprimez les dépenses publiques, vous réduisez le pouvoir d'achat du consommateur. Et lorsque vous bloquez la demande globale, l'économie ne va pas tourner, l'espace fiscal va se rétrécir. Et pour un État fiscal comme le nôtre, il y aura de moins en moins de recettes. Et c'est ces déficits-là de finances publiques qu'il faut craindre. Je ne suis pas un prophète de malheur. Vous allez voir si les gens s'entêtent, vous allez voir ce que ça va donner. Donc vous êtes contre cette stabilité du taux d'échange en quelque sorte? Non, mais elle est artificielle, elle repose sur quoi? Donc lorsque vous ne payez pas des gens et vous dites ça, tout le monde peut le faire. Donc on dit qu'on a stabilisé la monnaie lorsqu'on paye régulièrement les agents de l'État, lorsque les frais de fonctionnement sont payés pour les ministres, à ces moments-là, l'État fonctionne. Et lorsqu'on calcule le PIB, rien que par l'approche par dépense, la formule c'est Y égale à C plus I plus G plus X moins M. Les G là, ce sont les dépenses du gouvernement. Donc, la compression va démolir le PIB. Je ne sais pas, nous sommes dans quelle forêt maintenant? Quand moi j'étais aux affaires, vous voyez les gens balayer toutes les artères principales de la ville de Kinshasa, de nuit comme de jour. Nous avons trouvé cette ville dans une obscurité obscure. Nous vous avons amené de l'éclairage public. C'est avec nous que vous avez vu la décoration moderne sur cette ville. Moi, Poy et mes membres du bureau, nous avons construit un bâtiment administratif pour les fonctionnaires de la ville de Kinshasa. Les grands marchés, à 50%, c'est l'œuvre de votre humble serviteur. Et ça, même au retour de Jésus, il trouvera ça.
Même Léopoldin ne l'a pas fait. Nous avons fait construire ces marchés sans argent. Ceux qui cherchent à toucher des commissions là-bas, c'est lui qui osera. Je vais sortir 4 millions de personnes dans les rues de Kinshasa. Je suis ça de près, c'est mon œuvre. Et je vous dis que ma dernière signature a été arrachée sur la chaise là où vous êtes. Parce que c'est elle qui allait tout déclencher. C'est lui qui osera prendre un seul franc au grand marché. Il va finir sa vie en prison. Merci à vous tous qui y êtes branchés en ce moment. Nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de votre magazine Les Débats Congolais. Vous allez remarquer là qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans notre studio. Nous sommes en déplacement ici en cet endroit magnifique. Nous allons aujourd'hui avec notre invité que vous allez voir tout à l'heure parler des questions d'actualité. Le premier sujet est en rapport avec l'accord signé entre la République démocratique du Congo et les FMI. Cet accord de service qui va occasionner le décaissement de plus de 2 milliards de dollars. Quel impact sur l'économie nationale? C'est une question que les Congolais se posent et nous allons la poser aussi à notre invité qui est ici. On parlera en deuxième lieu de ce débat sur les changements ou la révision de la Constitution. Quelles conséquences sur la démocratie congolaise? Voilà le deuxième sujet. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un professeur. Il est professeur d'université, professeur d'économie. Il est aussi député national, élu de la Funa. Il est pasteur. Il s'appelle Godin Poyi Kadima. Professeur honorable Godin Poyi, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, mon ami Charles Quin, pour l'honneur que vous me faites à m'inviter encore une fois de plus sur votre plateau. Merci beaucoup. Vous avez certainement suivi cette information. La République démocratique du Congo a signé un accord de service avec les FMI, 2 milliards 800 millions de dollars. Est-ce que doit-on aujourd'hui dire qu'il y a là des prouesses réalisées grâce au leadership de ceux qui gèrent les finances publiques pour que finalement on parvienne à signer cet accord? Merci Charles Quin. Mon éducation, ma petite formation ainsi que ma vocation m'interdisent de parler de personnes et j'aime bien parler des idées. Je salue d'abord la signature de ces nouveaux accords, mais pour en arriver à l'accord, nous devons expliquer comment fonctionne le Fonds monétaire international. Créé en 1944, nous en sommes devenus membres en 1963, soit 3 ans après notre indépendance. Et nous sommes le premier pays de l'Afrique subsaharienne à entrer en programme avec le Fonds monétaire international. Nous sommes en 1967, vous n'étiez pas encore né. Ce premier programme devait s'étaler de 1967 à 1970. C'est pourquoi quand j'en parle, même si vous partez à la Banque centrale, dans leurs archives, vous ne trouverez pas ce programme-là, que ce soit à la primature et ailleurs, parce que les gens pensent que le premier programme que nous avons noué avec les fonds monétaires, c'est celui de 1970. Non, celui de 1970 qui devait s'étaler de 70 à 76, c'était le deuxième. Mais le premier, nous l'avons noué en 1967, mais il s'est fait que pendant qu'on voulait déjà l'exécuter,
les cours des métaux rouges s'étaient améliorés sur la place internationale et nous-mêmes, la RDC, nous avons été classés parmi les donataires. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'économie internationale, lorsque nous allons prendre l'argent au Fonds monétaire international, d'abord il faut savoir que c'est sur fond de nos droits de tirage spéciaux, parce que nous cotisons, mais le monde et la nation doivent connaître que la RDC, dans son histoire économique, était classée parmi les donataires au niveau du Fonds monétaire international avant 70. Ça s'est arrêté depuis un certain temps? Naturellement, donc, parce que et je voudrais insister que depuis que nous avons commencé les programmes avec le Fonds monétaire international, depuis 1967, aucun programme n'a été concluant. Aucun? Aucun. Est-ce qu'on avait atteint les points d'achèvement de l'initiative PPTE? Mais je vous dis qu'aucun, il ne faut pas suivre la propagande officielle. Comme vous parlez de l'initiative PPT, ça c'était des étapes. Mais le programme, il est toujours triennal. C'est ainsi que vous allez constater que nous avons commencé avec le PIR en 2001. Et le PIR, c'était le programme intérimaire renforcé qui devait durer 6 mois. C'est à la suite de ces programmes intérimaires que nous avons eu le PEG 1 qui s'est allé entre 2002 et 2005. Et ce programme n'a pas été concluant parce qu'après l'évaluation, on avait trouvé qu'on avait fait des dépassements budgétaires insupportables. On était en rupture de programme avec les fonds monétaires. Ils vont rentrer avec le programme Relais de consolidation. Nous sommes en 2009. Et c'est ce qui nous a amenés dans le PECD, donc le programme économique du gouvernement, deuxième phase. Et ce programme n'a pas été concluant. Pourquoi il n'a pas été? C'est tout simplement parce qu'il y a eu bradage des titres de la GECAMINE dans Mutanda Mining. Donc, en 2009, hein? Donc c'est entre 2009 et 2012. Okay. Alors, c'est ce qui fait que, qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités de l'époque, ils s'étaient organisés pour vendre moins cher les titres que la GECAMINE détenait dans Mutanda Mining. Et 2 mois après, le Fonds monétaire international avait constaté que ces titres-là étaient vendus à plus d'1 milliard de dollars sur la place internationale. Qu'on ne vous trompe pas, c'est ça l'histoire économique de la RDC. C'est seulement en 2021 que nous avons eu le PEG 3, donc ce programme de référence qui a été concluant. Donc c'est pour dire... Il n'y a pas eu complaisance là? Mais à ce niveau-là, il n'y a pas de complaisance. Au niveau du Fonds monétaire international, il y aura complaisance pour quelles raisons? Mais certains experts disent que comme il y a beaucoup de détournements des fonds et tout ça, et les FMI, ces institutions-là, notamment les institutions de Bretton Woods, ne peuvent pas quand même aujourd'hui accorder un satisfecit à un gouvernement qui brille par les détournements, la corruption. Non. En fait, les gens doivent savoir comment fonctionne le Fonds monétaire. Moi qui vous parle très modestement, je suis consultant aux Nations Unies. Tout ce qui n'est pas mesurable sur le plan scientifique n'existe pas. Donc, les Fonds monétaires internationaux fixent des critères quali-quantitatifs et ne se réfèrent qu'à ces critères-là. Lorsque nous dénonçons le vol aujourd'hui, ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Je vous ai dit que si nous avons échoué le PECD entre 2009 et 2012, c'est parce que cette fois-là, on avait volé des milliards. Donc, il faut que les gens connaissent exactement l'histoire de leur pays pour en parler davantage. Et ce que les fonds monétaires demandent, c'est la transparence. Il faut publier les contrats miniers. L'actuel régime a ses faiblesses que nous combattons, mais les critères qui ont été fixés dans le cadre du PEG 3, c'est exactement les mêmes que dans le cadre du PEG 2. Donc, nous ne disons pas que les autorités de l'époque
n'ont fait que de mauvaises choses, mais ils doivent quand même avoir le courage de reconnaître que le régime actuel a réussi là où ils avaient échoué, même si la misère continue avec tous ces scandales de détournement. Ça, ce sont des problèmes liés à la gouvernance interne. Mais du moins, d'après les critériums du Fonds monétaire, et c'est ces critériums qu'on fixe dans tous les pays du monde, le programme a été concluant. Et parce que je vous ai suivi là en train de parler du nouveau programme, en fait, les mécanismes d'aide au niveau du Fonds monétaire international ont beaucoup évolué. Donc, vous allez voir que les ajustements structurels des années 70, ce ne sont pas les ajustements structurels d'aujourd'hui. Les ajustements structurels d'aujourd'hui ont un visage social. Alors, comment ça se passe? Les interventions du Fonds monétaire se font de manière processuelle. Les PEG 3 étaient accompagnés par un outil d'aide qu'on appelle la FEC, donc la facilité élargie de crédit. Et cet instrument-là, on l'utilise essentiellement pour stabiliser la balance des paiements. Alors, lorsque vous respectez tous les critères qui ont été fixés, c'est à ce moment-là que vous passez à la classe supérieure. Il vous souviendra que lorsque nous parlons de ce programme avec vous il y a 2 ans, je vous le disais que si ce programme devenait concluant, ça va nous ouvrir des vannes supplémentaires en termes de finances publiques. Donc le problème chez nous, c'est que la vie économique est entre les mains des gens qui n'ont rien à voir avec les sciences économiques. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais je constate avec regret qu'il y a des gens qui ne comprennent pas comment fonctionne le Fonds monétaire international. Et donc, les programmes accompagnés par la FEC, c'est comme l'examen d'État qui vous permet d'avoir un diplôme d'État et accéder à l'université. Donc, si quelqu'un vous dit que non, l'actuel contrat, c'est le miracle de la génération spontanée, il méconnaît ce qui a été fait en 2021, c'est pratiquement l'histoire de quelqu'un qui vous dit qu'il est licencié sans avoir obtenu un diplôme d'État. Vous comprenez? Hein? C'est ça en fait. Donc, moi je comprends. Donc, et c'est très dangereux lorsque nous ne comprenons pas toutes ces histoires-là. Je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que les autres, mais il faut expliquer comment ça fonctionne. Ces outils-là, ce ne sont pas des synonymes. Ce sont des étapes. Et lorsque vous réussissez la FEC, donc vous avez stabilisé votre balance de paiement, c'est à ce moment-là que vous passez à des programmes supérieurs, notamment les 2 outils actuellement qui sont utilisés. Il s'agit des mécanismes étendus de crédit et également l'outil qui s'occupe des questions climatiques et de la durabilité. Alors, la nuance entre le programme de 2001 et celui-ci, c'est que maintenant, nous ne sommes plus seulement dans la stabilisation de la balance des paiements. Maintenant, il y a des crédits qui seront affectés aux investissements pour réduire la pauvreté. Mais entre-temps, parce que Duprier disait que l'économie est mouvement. Je ne me suis pas trompé. On ne dit pas l'économie est en mouvement, donc je dis que l'économie est mouvement. Je ne me suis pas trompé. C'est-à-dire que l'économie évolue avec la société. Et lorsqu'on se rend compte qu'il y a maintenant des préoccupations liées aux perturbations climatiques, depuis 2022, le Fonds monétaire a déposé cet outil d'aide lié au changement climatique et à la durabilité. Et comme nous sommes en fait l'un des poumons à ce qui concerne les crédits carbone de par le monde, et étant donné que nous avons déjà réussi les premiers programmes,
on a estimé que nous étions éligibles non seulement au processus de mécanisme, au mécanisme de crédit étendu, mais également à l'instrument qui traite des questions liées au changement climatique et la durabilité. Donc c'est pour dire que n'eût été la réussite du programme de 2021, on n'allait pas avoir accédé au programme supplémentaire. Et là encore, je voudrais revenir là-dessus à son effort. Vous allez voir que la lettre d'intention, parce que tout part de là dans la procédure, lorsque vous voulez entrer en programme avec le Fonds monétaire, tout commence par la lettre d'intention. Là où vous sollicitez l'assistance du Fonds monétaire avec des réformes que vous voulez entreprendre. Et vous allez constater que cette lettre d'intention a été signée par le gouvernement actuel le 18 juin, et pourtant vous savez que ce gouvernement n'a été investi que le 13 juin. C'est-à-dire que la lettre là, on la signe 5 jours après. Par quel mécanisme ils allaient avoir les données? C'était en fait des éléments qui étaient préparés par le gouvernement sortant et au nom du continuum de l'action de l'État, ils ont dit apposer leur signature. Donc ce n'est pas pour minimiser le gouvernement actuel, mais moi j'ai un appétit de vérité. Hein, vous comprenez? Et là, je voudrais quand même aussi dire à ceux qui ont réussi les PEG 3, bravo, mais je les ai suivis aussi. J'ai compris qu'apparemment, ils n'ont pas suivi l'évolution de l'économie congolaise. Les résultats obtenus aujourd'hui est le fruit des efforts liés notamment à la meilleure coordination de la politique budgétaire, monétaire, à la stabilité du cadre macroéconomique et aux changements intervenus avec les nouveaux animateurs. C'est grâce à cela que finalement on a signé cet accord et cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé il y a quelques mois, parce que là c'était la mauvaise gestion. La chaîne de dépenses n'était pas respectée, des décaissements en mode d'urgence, tout ça, ça n'a pas facilité la tâche et c'est aujourd'hui là que la bonne gouvernance aidant, on est arrivé à signer cet accord. Bon, je sais qu'aujourd'hui il y a plusieurs économistes dans notre pays, professeurs, dans les réseaux sociaux et sous les arbres de la République démocratique du Congo. C'est choquant lorsqu'on dit des choses comme ça. Je sais qu'aujourd'hui, parmi les acteurs politiques, il y a plusieurs candidats présidents potentiels, en fait, qui s'affrontent par médias interposés avec la désinformation et consorts. Malheureusement, vous, la presse, on vous emballe dans ces jeux malsains. Et pourtant, parmi vous, il y a des gens plus intelligents que nous-mêmes, les politiciens. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il y a eu mauvaise gestion de la dette publique, moi je suis formel. Moi je vous dis, à partir de mon téléphone ici, j'ai un rapport du Fonds monétaire international. 172 pages. Vous allez voir que ces rapports du Fonds monétaire international attestent que toute la dette publique qui a été payée en procédure d'urgence, c'est seulement autour de 18%. Il n'y a rien à voir avec les 52% qui ont été avancés par la Cour des comptes et d'autres institutions. Au-delà de ce, je peux vous l'envoyer. Au-delà de ces rapports, toutes les statistiques disponibles à la Banque centrale, et aujourd'hui c'est plus facile d'avoir
ces informations parce que les grands mérites de la Banque centrale depuis aujourd'hui plus de 20 ans, c'est d'avoir actualisé son site. Lorsque vous allez là-bas, vous allez voir que ces dépenses-là, liées à la dette publique, n'ont pas dépassé 18%. Le problème, c'est lequel? C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où les recrutements, les nominations se font selon les liens du sang et des sentiments. On ne tient pas compte du profil des gens au Congo. C'est pourquoi on en arrive là. À ce qui concerne le paiement de la dette publique au Congo, toutes les dettes ne sont pas certifiées par la DGDEP. C'est le cas de ces manques à gagner des pétroliers. Parce que vous le savez que si aujourd'hui les prix le prix du carburant a été revu à la baisse à la pompe, c'est pour des raisons majeures. D'abord, il y a eu baisse du baril sur le plan international, et ça s'observe dans tous les pays du monde. Et le deuxième élément, c'est cette fiscalité négative, parce que depuis des décennies, le gouvernement a levé l'option de prendre en charge une partie des produits pétroliers que nous achetons à la pompe. Et cela dégage un manque à gagner pour la profession pétrolière, et ça constitue une dette publique pour la République. Et pour ce genre de dette, seul le ministre de l'économie en fait la certification. C'est ça le manque d'information et de la Cour des comptes et de ceux qui tiennent ces discours, qui vous ont rapporté les chiffres imaginaires de 52%. Personne ne peut les démontrer. Le débat est lié à l'Assemblée nationale, hein. La République a suivi. J'étais intervenu là-bas pour dénoncer cette histoire. La deuxième précision, la TVA remboursable fait partie de la dette publique. Mais l'organisation financière de notre pays veut que seul l'IGF puisse certifier la TVA remboursable. Donc à ce moment-là, on ne peut pas mettre ça sur les comptes de ceux qui devaient être certifiés à la DGDEP. Ce n'est pas connaître les finances publiques congolaises. Un autre cas, ce sont les coupons de la banque. Parce que la banque a eu par le passé à faire des avances de trésorerie au gouvernement. Et lorsqu'on doit rembourser cet argent à la Banque centrale, c'est le ministre des Finances qui certifie. Alors, on n'a pas toutes ces informations. Directement, nous sommes en train de vivre une dromologie qui ne dit pas son nom. On communique paf des chiffres, mais avec du formol. Donc les paiements en mode d'urgence, là pour vous, c'est pas vrai tout ce qui a été dit, hein? Non, on n'a jamais atteint les 52% pour la dette publique. C'est faux, archi faux. Je l'ai démontré à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi vous allez voir qu'au niveau de l'Assemblée, on n'en parle plus. Et même ceux qui s'agitaient, vous allez, si vous observez bien, ils n'en parlent plus. Et c'est ça, donc c'est comme ça que le Congo est géré. Hein? Vous trouvez des officiels qui s'inspirent via les réseaux sociaux. Et l'économie a ses principes. J'insiste, je reviens là-dessus. Je sonne fort, c'est le programme de 2021 qui vient de nous ouvrir ses vannes. Il y en aura encore. Donc, pas de prouesse tant vantée aujourd'hui, hein. Si le gouvernement actuel, pendant 3 ans, nous permettait également d'atteindre ces programmes-là, à ce moment-là, ceux qui viendront après eux, leur succès dépendra aussi de ces nouveaux programmes. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce que je voulais dire, parce que j'ai suivi même les acteurs majeurs du programme de 2021 qui a réussi, ils disent que les réformes, c'est non. Nous sommes le 26 mai 2001, lorsque le Fonds monétaire et la Banque mondiale rentrent en République démocratique du Congo. Toutes les réformes qu'il y a ici, TVA, impôt global, c'est depuis 2002. Depuis 2002. Ce que la Banque mondiale nous a amené ça. Malheureusement que
ceux qui étaient là n'avaient pas enclenché toutes ces procédures. Et pour ceux qui suivent l'histoire économique de notre pays, vous savez que moi j'étais à couteau tiré avec les gouvernements de 2012, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de caisse enregistreuse qui devait accompagner la TVA. Donc nous sommes les chantres de la facture normalisée depuis 2012. Lorsque j'entends les gens dire que non, l'impôt global c'est nous, la facture normalisée c'est nous, je me dis alors, je pense qu'il y a des gens qui vivaient en Australie lorsqu'on était en train de déployer ces mesures. Donc bref, nous le faisons par obsession scientifique. Alors, 2,8 milliards de dollars, quel impact finalement sur l'économie congolaise? Tout dépendra de l'utilisation qui en sera faite. Si ça sera géré avec parcimonie, il y aura quand même certains effets propagateurs sur notre vie. Mais si c'est encore pour que les gens détournent comme par le passé, ça sera la grande déception. Aujourd'hui, d'aucuns relèvent le fait que la stabilité, les taux d'échange est stable et que cela résulte d'un travail de profondeur amorcé depuis un certain temps et ça permet à ce que la situation puisse connaître une amélioration comme ça n'a pas été le cas depuis 2001. Pensez-vous que cette stabilité du taux d'échange que nous connaissons aujourd'hui va vraiment profiter à l'enrichissement des Congolais? Je doute vraiment que de tels propos soient tenus par des économistes. Je ne pense pas qu'un économiste peut tenir ce genre de discours. D'abord, le cadrage macroéconomique, ce n'est pas seulement le taux d'échange. Parce que je vois qu'il y a de l'amalgame de ce côté-là. Donc, le cadrage macroéconomique, c'est un tout. Il y a le PIB, il y a les taux de croissance, il y a les taux d'inflation, il y a les taux d'échange. Alors, je ne sais pas de quoi on parle. Je ne sais pas de quoi on parle. Et encore, faudra-t-il relever qu'il y a une différence entre les taux d'inflation et les taux d'échange. Et je voulais d'abord vous informer qu'actuellement, les taux d'inflation a baissé dans tous les pays du monde. Bon, ce n'est pas comme l'année passée où l'inflation était très élevée aux États-Unis, en Asie, en Europe. Maintenant, les choses se sont calmées. Et si nous voulons être rationnels, donc on ne combat jamais l'inflation importée par la compression des dépenses publiques. Je n'ai pas dit que je suis plus intelligent que les autres, mais il y a des choses qui choquent. Donc lorsque vous voyez des économistes qui vous disent que stabiliser artificiellement les taux d'échange, c'est stabiliser le cadrage macroéconomique, c'est comme un juriste qui vous dit que l'arrêté ministériel est supérieur à la Constitution. Donc, le cadrage macroéconomique, c'est un tout. C'est un tout. Donc, ce que je voulais, là où je voulais insister, c'est que depuis 2019, vous êtes avec nous dans ce pays. Est-ce que vous avez vu tant de grèves dans ce pays, depuis 2019 comme maintenant? Est-ce que vous avez vu tant de remous sociaux? C'est ça la réponse à cette stabilité artificielle de la monnaie. Et ça se termine très mal. C'est de l'aphrodisiaque. C'est l'histoire de quelqu'un qui a une malaria 3+, mais qui continue à prendre les Novalgine avec les vitamines B. Et il termina par faire la malaria cérébrale. Donc vous pensez que la stabilité du taux de change... Vous allez voir ce que ça va donner. Déjà, vous voyez les grèves là, c'est ça la réponse. Je disais même à l'Assemblée nationale qu'il y a un lien
entre la macroéconomie et la macrosociologie. Lorsque vous prenez des mauvaises mesures économiques, c'est la société qui va vous répondre. Et la réponse que la société nous envoie, nous dirigeants, ce sont des grèves, ce sont des remous sociaux, ce sont des embouteillages du fait des routes intérieures qui se sont détruites. Parce que lorsque vous bloquez, cette mesure-là va paralyser cette économie à partir de l'année prochaine. En fait, lorsque vous comprimez les dépenses publiques, vous réduisez le pouvoir d'achat du consommateur. Vous bloquez la demande globale. Et lorsque vous bloquez la demande globale, l'économie ne va pas tourner, l'espace fiscal va se rétrécir. Et pour un État fiscal comme le nôtre, il y aura de moins en moins de recettes. Et c'est ces déficits-là de finances publiques qu'il faut craindre. Donc c'est le cas aujourd'hui. Je ne suis pas un prophète de malheur. Vous allez voir si les gens s'entêtent. Vous allez voir ce que ça va donner d'ici là. Donc vous êtes contre cette stabilité du taux d'échange en quelque sorte? Non, mais elle est artificielle. Elle repose sur quoi? Donc lorsque vous ne payez pas les gens, et vous dites ça, tout le monde peut le faire. Donc on dit qu'on a stabilisé la monnaie lorsqu'on paye régulièrement les agents de l'État, lorsque les frais de fonctionnement sont payés pour les ministres, à ces moments-là, l'État fonctionne. Et lorsqu'on calcule le PIB, rien que par l'approche, par dépense, la formule c'est Y égale à C plus I plus G plus X moins M. Les G là, ce sont les dépenses du gouvernement. Donc, la compression va démolir le PIB. Je ne sais pas, nous sommes dans quelle forêt maintenant? Lorsque je vous parlais de la baisse robotique des billets d'avion, vous avez vu les mêmes raisonnements, les gens, Sergi. Vous voyez encore les Congolais dans le ciel congolais. Et nous allons accepter de souffrir parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils n'auront pas de pain. Ça, je vous l'ai dit. Donc, il faut laisser à ce que les taux d'échange puissent continuer à grimper, même jusqu'à 500. Non, c'est à ce moment-là que la gouvernance doit jouer son rôle. Je vous ai dit que si l'inflation était très prononcée l'année passée, c'était l'inflation importée. Maintenant, ça se stabilise partout. Il n'y a plus de surchauffe. À ce moment-là, qu'est-ce que les gouvernements devaient faire? Ça, et j'en profite pour féliciter les comités de politique monétaire de la Banque centrale. J'ai vu leur rapport hier. Ils ont gardé les taux directeurs à 25%. Les taux de réserve obligatoires, selon qu'il s'agit de dépôts à terme à vie, c'est 12 et 13%. Ça, c'est une approche prudentielle. Comme nous sommes encore dans un environnement incertain, j'encourage cela. Et c'est ça les instruments qu'on devait utiliser pour stabiliser la monnaie. Il y a l'instrument qu'on n'utilise pas. C'est le contrôle des rapatriements effectifs des devises par les exportateurs miniers. C'est ce qu'on devait faire. Et ça, c'est le rôle de la Banque centrale. Mais oui, mais bien sûr, sous l'impulsion du gouvernement. Même si la Banque centrale est indépendante, elle n'est pas souveraine. Donc ça, ce sont des notions qu'on va développer. Je vous l'ai dit que sur le plan théorique, la compression des dépenses publiques ne résiste jamais à l'épreuve du temps. À cause de deux éléments. Échéance sociale et échéance politique. Donc, échéance sociale, c'est la rémunération. Vous ne respectez pas les dates de paye. C'est plein d'arriérés partout. Même la DGI là, qui mobilise les recettes. Mais c'est quoi ça, mon Dieu? C'est quoi? Je suis content parce que le gouvernement a amorcé la paye. Donc je suspends mon action contre... Le gouvernement a compris et commence à payer. Donc il y a risque que les taux d'échange... J'ai dit ceci, et même ils m'ont envoyé les messages pour dire qu'ils reprennent la paye. Mais là, il y a crainte que la monnaie se déprécie encore. Je vais attendre dans 3 mois. Si on ne change pas des méthodes
de stabilisation de la monnaie, les auteurs de cette imposture, ils vont me rencontrer sur leur chemin lors de la prochaine rentrée parlementaire. Parce que je vois que là, vous savez que même les gens qui nous suivent, les étrangers qui nous suivent, ils disent, mais Godé, vous avez touché les fonds. Je vous dis, demandez à tout économiste sérieux, pas des diplômés en économie. Le cadrage macroéconomique, ce n'est pas seulement les taux d'échange stabilisés artificiellement. C'est un ensemble. Il faut voir le PIB, il faut voir les taux de croissance, il faut voir les taux d'inflation, il faut. Alors lorsque vous faites tout ça, vous bloquez l'économie. Et vous allez voir les répercussions que cela aura sur le PIB pour cette année. Donc c'est vraiment dangereux pour le pays. Hein. Non, mais il ne le fallait pas. Je vous dis aujourd'hui, il suffisait seulement qu'on puisse ajouter au dispositif de la Banque centrale les rapatriements effectifs des devises. Cela allait constituer le socle parce que notre inflation était une inflation importée. Maintenant que ça se stabilise sur la place internationale, on allait contenir. Mais vous allez voir ce qui va se passer les jours où on va tout lâcher. Parce que maintenant, la pression sociale est telle. On a mis les gouvernements entre les marteaux et l'enclume. On va à la fin de l'année, hein, les fêtes. La pression sociale est telle qu'ils doivent payer. Vous comprenez? On a expliqué, mais les gens pensent que le pays, c'était le management public, c'était un jeu d'enfant. Parce que maintenant, là, nous sommes entre les marteaux et l'enclume. Et ça, ce n'est pas le président, ça, c'est le gouvernement. Pas tous les gouvernements, bien sûr, mais quelques membres de ce gouvernement. Et vous allez voir ce que ça va donner. La pression sociale. Elle a des conséquences polygonales. Alors, on change carrément de sujet, honorable Godin Poï. Un autre débat au sein de la société congolaise, c'est les changements. Bon, je commence par la révision ou les changements de la Constitution. Le président Tshisekedi, dans son discours récemment à Lubumbashi, il a évoqué la possibilité de procéder à la révision de la Constitution ou son changement, mais tout en intéressant les élus du peuple. Et d'abord, cela sera précédé par la réflexion qui sera faite par une commission multidisciplinaire qui sera mise en place l'année prochaine. Aujourd'hui, dans notre société, il y a une levée des boucliers, des protestations, tous azimuts, notamment au sein de l'opposition, même dans une certaine phase de la société civile. Ils ne veulent pas entendre parler, ne fût-ce que d'une révision de la Constitution. Quel est votre point de vue là? Pensez-vous que cette révision peut avoir des conséquences, ou ces changements de la Constitution peut avoir des conséquences néfastes sur la démocratie congolaise? La Constitution demeure l'affaire du souverain primaire seul. Souverain primaire seul? C'est la population qui doit décider de sa Constitution. Donc, chacun peut mettre son point de vue comme il l'entend, mais la Constitution, c'est l'affaire de la population. C'est comme un conflit entre héritiers. Donc, vous voulez vendre la parcelle, vous devez tous vous mettre d'accord. C'est tout à fait normal. Moi, je constate que c'est ça la beauté de la démocratie. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. De mon point de vue, il faut laisser le peuple s'exprimer seul. Mais le seul conseil que je peux donner à mon gouvernement, c'est qu'avant d'interroger la population sur la Constitution, réglons d'abord les problèmes sociaux. Payons les gens régulièrement. Faisons des routes durables. Moi, je vous dis que la Constitution, c'est une affaire de tous les 100 millions de Congolais. Et il n'y a pas quelqu'un qui doit en décider seul. Moi, tout ce que je demande au gouvernement, c'est d'interroger la population pour avoir son avis, mais les seuls conseils, naturellement, et les conseils que je donne à mon gouvernement, c'est qu'avant de soumettre cette affaire-là
au référendum, il faut quand même que les gens voient qu'on s'occupe d'eux, on paye régulièrement. Il y a une vraie lutte contre le vol, la corruption et le détournement. Nous devons protéger les sociétés de construction contre des rétrocommissions. C'est ce qui nous tue. Les sociétés de construction n'ont pas de problème. C'est en fait quelques autorités qui sont dans la filière avec des rétrocommissions qui rendent la tâche très difficile. Mais qui ne sont pas finis, hein? Non, ces gens, je vais obtenir leurs sanctions. Je suis très organisé. Non, je connais un peu les droits budgétaires. Je connais un peu les droits parlementaires. Je connais un peu les droits pénals. Je vais les envoyer à Makala sans passer par l'Assemblée nationale. Je suis Congolais à part entière. Hein? Je suis Congolais à part entière, donc ces gens, il faut les envoyer à Makala. Leurs maisons doivent servir de bureaux des organes délibérants, notamment les élus communaux là. Ils n'ont pas de bureaux. Les conseils municipaux là, ils n'ont pas de bureaux. Donc vous savez, lorsque nous arrêtons tous ceux qui ont volé l'argent dans le cadre de la construction des routes ici, et vous les trouvez, ils parlent en langue pendant que nous prions à Lingala. C'est pour se moquer de Dieu. Alors, nous prenons leurs maisons là, ça va servir de bureau pour les fonctionnaires qui sont entassés tous à l'immeuble ici de la fonction publique. Et vous verrez que c'est le culte de l'impunité qui nous amène toutes ces bêtises. Finalement, l'opposition n'a-t-elle pas raison de dire qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre société? Les embouteillages, les chômages, la misère, les impayements. Donc, pas question de réviser la Constitution, pas question de changer la Constitution. N'a-t-elle pas finalement raison de s'opposer à ça? Parce que là, vous venez aussi d'évoquer les mêmes problèmes. Non, nous n'avons pas la même approche. Donc c'est ça la démocratie. L'opposition, c'est son droit d'estimer qu'on ne touche pas à la Constitution. Mais moi, je vous dis que la Constitution, c'est l'affaire de la population. Même moi, je n'ai aucun pouvoir sur cette Constitution-là. Parce qu'au bout du bout, il faut que la population s'exprime. Mais la démocratie veut que la majorité ait un discours et que l'opposition ait également son discours. Mais l'opposition refuse les référendums, bien sûr, et veut mobiliser le peuple contre ces initiatives-là. Donc à ce moment-là, je pense qu'il y a un problème. Parce que le peuple, c'est le souverain primaire. Alors, lorsque vous refusez d'interroger le souverain primaire, c'est que vous avez un autre problème. Donc, vous avez un autre problème lorsque vous refusez d'interroger le souverain primaire. Moi, j'ai dit que pour départager et la majorité et l'opposition, il faut qu'on interroge les souverains primaires. Mais par prudence, j'ai dit au gouvernement qu'avant d'interroger la population, payons régulièrement les agents de l'État, faisons des routes durables, combattons sans concession la corruption et les détournements, et vous allez voir que la population va réagir positivement. On ne peut pas terminer cette émission sans parler de la ville de Kinshasa. Honorable Godin Poy, vous étiez président de l'Assemblée provinciale il y a moins de 2 ans. Aujourd'hui, la vie devient très, très difficile à Kinshasa. Les embouteillages, plusieurs routes à Kinshasa sont dans un état de délabrement très avancé. Vous qui êtes élu de Kinshasa, notamment de la circonscription de Funa, quelle analyse faites-vous de cette situation qui qui énerve tout le monde, honorable Godin Poy? Bon, merci Charlequin. Moi, quand j'ai déjà quitté un poste, je n'en parle plus. Mais comme ça fait débat, ma réponse, c'est que ça, ce sont des faits. Les gens peuvent ne pas nous aimer. Et dans tous les cas, nous ne sommes pas en matière d'amour. Pour qu'on puisse nous aimer, nous sommes en management public. Tout ce que je sais, que quand moi j'étais aux affaires, vous voyez les gens balayer toutes les artères principales de la ville de Kinshasa, de nuit comme de jour. Ça sont des faits. Nous avons trouvé cette ville dans une obscurité, obscure.
nous vous avons amené de l'éclairage public. C'est avec nous que vous avez vu la décoration moderne sur cette ville. Et je le disais que nous avons décoré cette ville plus que Paris. Pendant les festivités, les gens peuvent ne pas me croire, mais c'est ça la vérité parce que moi je connais bien les deux villes. Ça y est là jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas les... Je connais bien les deux villes. Moi, Poy, et mes membres du bureau, nous avons construit un bâtiment administratif pour les fonctionnaires de la ville de Kinshasa. Les grands marchés, à 50%, c'est l'œuvre de votre humble serviteur. Et ça, même au retour de Jésus, il trouvera ça. Même Léopoldin ne l'a pas fait. Nous avons fait construire ces marchés sans argent. Ceux qui cherchent à toucher des commissions là-bas, c'est lui qui osera. Je vais sortir 4 millions de personnes dans les rues de Kinshasa. Je suis ça de près, c'est mon œuvre. Et je vous dis que ma dernière signature a été arrachée sur la chaise là où vous êtes assis. Parce que c'est elle qui allait tout déclencher. C'est lui qui osera prendre un seul franc au grand marché. Il va finir sa vie en prison. Je constate avec bonheur que nous, au moins, on avait la vision. Nous avons laissé 750 millions de dollars pour la construction du chemin du train urbain. 750 millions. J'ai l'autorité de le dire. Vous avez fait ça où? Demandez, si vous voulez rencontrer le DG de Metrokin, il vous dira. Là, on avons laissé ça, j'observe. Et si nous-mêmes, on n'avait pas commencé les travaux, c'est parce qu'il y avait les pipelines de Congo-CEP qui longeaient les rails. Il fallait du temps pour qu'on puisse les déplacer. À chacun de juger. Donc, moi, je ne peux pas, je ne me compare à personne, mais je le répète, que je fais. Est-ce que cet argent-là est là jusqu'aujourd'hui? Je le répète, que j'ai fait. Lorsque je dis je, ce n'est pas les GG, c'est les genoux. C'est que personne n'a fait avant nous. Vous construisez ces grands marchés-là sans avoir reçu un seul rond de l'État. Je l'ai dit. Lorsque je disais que ces routes étaient trafiquées, il y a des tournements, j'ai été abandonné, j'ai été scellé. Mais aujourd'hui, ceux qui touchaient des commissions, qui gèrent la question des embouteillages. Moi, je ne condamne pas seulement ceux qui ont détourné, c'est surtout leurs protecteurs. Il ne faut pas que les gens nous prennent pour des enfants, nous sommes des grands responsables, monsieur. Donc, ça, ce sont des faits. Et aujourd'hui, quand vous sortez la nuit, quand vous voyez cet éclairage-là, pensez Godet. Donc, nous avons une vision pour ce pays. Et nous connaissons comment les changer. Mais malheureusement... Et aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de vision avec tout ce qu'on a comme embouteillage. Vous avez parlé de la décoration. Depuis décembre, on est maintenant à décembre, ça existe? Ça existe toujours. Ça, donc, c'est-à-dire que nous, là, tel... Ça vous dit quoi lorsque vous regardez cette décoration? Non, c'est-à-dire que les gens, maintenant, les gens comprennent ce que nous représentons pour ce pays. Vous voyez ce que nous avons fait sur cette ville? Les jours où Dieu va nous donner des responsabilités sur le plan national, vous serez fiers d'être Congolais. Je sais que le président fait tout pour que ça marche, mais il y a quelques barbares qui ne veulent pas. Ils font la politique pour s'acheter des chaussures. Nous allons les maîtriser. Alors, les embouteillages, Godin Poy, il arrive des moments où le boulevard du 30 juin est complètement paralysé pendant des heures et des heures. C'est un problème qu'on peut régler dans un mois. Le problème des embouteillages, on peut les régler dans un mois. Comment? Vous allez au ministère des Finances, on vous sort les registres de tout l'argent qui a été décaissé depuis 2019 à ce jour pour la construction des routes à Kinshasa. Première étape. Lorsque vous avez ces montants-là, vous invitez toutes les sociétés qui avaient construit pour leur poser la question de savoir si elles avaient effectivement touché l'argent en question. Vous allez voir que ces sociétés n'ont pas touché la totalité. Moi, je dois protéger ces sociétés de construction contre des rétrocommissions. On met ces sociétés-là de construction en confiance. Ils dénoncent ceux qui avaient pris
une grande partie de cet argent. On organise des procès en flagrance dans les 2 jours qui suivent. On ravit leurs maisons. Dans une semaine, on prend toutes ces maisons, on hypothèque ça au niveau des banques, on récupère les mêmes sociétés, elles vont nous faire des bonnes routes. C'est très simple, c'est parce qu'on n'en veut pas. On n'en veut pas. Lorsque vous voulez manger des omelettes, il faut casser les œufs. Et ça, ce n'est pas le président qui doit le faire. Le président ne doit pas être partout. Il a un gouvernement. C'est simple comme bonjour. Les embouteillages ici de la ville de Kinshasa, si on veut, on les règle dans 30 jours, dans un mois. Les matins, on demande au ministère des Finances de nous donner la liste de tout ce qui a été décaissé depuis 2019 à ce jour. On identifie les bénéficiaires. On fait la traçabilité jusqu'à la DGI. Dans 2 jours, on va identifier tous les bénéficiaires. Dans les 2 jours qui suivent, des procès de flagrance. Les vrais procès, pas des règlements de compte. Dès que ces gens sont condamnés, leurs immeubles qu'ils ont construits, leurs maisons, nous prenons ça, nous hypothéquons ça à la Robank. C'est simple comme bonjour. Nous hypothéquons ça à la Robank ou à n'importe quelle banque. On a du cash, on reprend les mêmes sociétés, on leur dit pas de rétrocommissions. Ce qui nous tuent, ce sont des rétrocommissions. Tous ceux qui volent l'argent ici, qui sera enterré avec l'argent? Tel que vous êtes là-dessus aujourd'hui, on grille un bœuf entier. Qui peut les consommer et les terminer? Parmi nous tous, c'est qui a une chambre plus vaste que le stade des martyrs. Et tous ces gens ont, semble-t-il, des conseillers spirituels, donc des voleurs. J'ai discuté avec un ami pasteur. Je ne parvenais pas à l'avoir. Oh non, j'ai dormi parce que j'ai prié pour l'excellence telle. Il a beaucoup de combats là où il travaille. J'ai dit, mais ce monsieur-là, lui, il nous combat en volant l'argent de l'État. Pourquoi Dieu ne te révèle pas que lui, il nous combatte? Il ne faut pas rigoler, monsieur. Il ne faut pas rigoler. Nous parlons des choses. Les gens meurent à cause de ces brigands. C'est facile de redresser ce pays. 3 choses. La discipline des dirigeants, le dur labeur de la population et la bonne intelligence avec la communauté internationale. Le président fait tout. Regardez comment il circule. L'impoïsme. Regardez comment le président, il se promène seul pour vérifier les chantiers. Mais ça ne devait pas être son travail. Tous ces gens à qui il a donné du travail, parmi eux, il y en a qui n'ont jamais réussi à un seul concours depuis qu'ils sont nés. C'est eux qui devaient contrôler tous ces chantiers-là. Le président a beaucoup de choses à faire. Hein? Le président a beaucoup de choses à faire. Donc, si nous nous mettons ensemble, et c'est possible, on va s'y mettre. Et je mets en garde tous ceux qui volent l'argent de l'État. Ministres, mandataires, hauts fonctionnaires. Si vous volez l'argent de l'État, vous allez me rencontrer sur votre chemin. Je sais que sur le plan institutionnel, vous avez pris des dispositions pour me neutraliser, mais vous vous êtes trompé. Je connais un peu les droits budgétaires congolais, les droits parlementaires et les droits pénals. Je vais vous envoyer à Makala, sans passer par l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, honorable Godin Poï. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission, le débat congolais. Abonnez-vous massivement, vous tous qui avez suivi cette émission. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Partagez aussi cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nous allons nous retrouver dans un autre numéro très prochainement. Nous allons nous retrouver pour parler encore République. Merci beaucoup.